Madame, Monsieur, bienvenue. Elle est psychiatre dans le canton de Berne en Suisse. Elle s'est spécialisée durant ces dernières années autour de l'accompagnement de personnes victimes d'un burn-out. Christina Early, bienvenue. Alors, lorsqu'on parle de burn-out, c'est un nom qu'on entend assez souvent actuellement dans les médias. Que faut-il entendre par ce terme-là? En fait, on pourrait donner le nom en français « brûler la chandelle par les deux bouts ». C'est un phénomène actuel grave qui se développe de plus en plus, qui fait que des gens perdent comme quelque chose dans le noyau de leur personne, brûlent quelque chose dans le noyau de leur personne. Et donc l'expression « brûler la chandelle par les deux bouts » n'est pas si mauvaise, elle est un peu longue. C'est pour ça qu'on a choisi « burn-out ». Alors, je vous propose de voir un premier témoignage d'une personne qui, en 2000, a connu un burn-out. Alors ça s'est passé il y a 9 ans en arrière, au mois de mai 2000. Un matin, je suis arrivé dans mon bureau et je me suis dit que là, j'en pouvais vraiment plus. J'étais au bout du rouleau. Donc finalement, je devais accepter le fait que j'étais consumé quelque part. Et puis, en fait, reconnaître ce fait et accepter de me faire aider par mon médecin. Et comment est-ce qu'il a réagi, ce médecin? Alors, très bien, puisque j'ai pu aller le trouver directement dans l'après-midi. Je n'ai pas pu conduire, c'est mon ex-épouse qui m'a conduit chez lui parce que j'étais incapable de prendre le volant. Et puis là, il a diagnostiqué, dans un premier temps, un surmenage. Et moi, je n'étais pas très satisfait de ce qu'il me disait parce que je sentais quelque chose de plus profond. Surmenage, pour moi, ça voulait dire que c'était passager. Mais là, je sentais quelque chose de vraiment plus profond. Et c'est un ami qui m'a proposé d'aller trouver son médecin personnel aussi, qui avait l'habitude de ces cas. Ce que j'ai fait, et effectivement, il a pu confirmer le diagnostic, en fait, que moi, je pensais que c'était plus grave. Et entre-temps, mon premier médecin a dit effectivement que j'étais certainement dans un burn-out. Et vous avez été arrêté combien de temps? Pendant 27 mois. Donc effectivement, c'est très difficile de planifier parce que ça change d'une personne à une autre. Pour certaines personnes, c'est quelques mois. Et puis pour d'autres, c'est un peu plus longtemps. Mais ça paraît énorme, 27 mois d'arrêt pour un surmenage. Le diagnostic au début qui était posé, c'était plus qu'un surmenage. Et le burn-out à l'époque était au début, en fait. Maintenant, on connaît beaucoup plus ce que c'est, puisque c'est un épuisement total, physique, psychique, émotionnel, et je dirais même aussi du côté spirituel. Christina Early, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage de Georges Musy? Alors en effet, il s'agit d'un burn-out grave, je dirais, dans ce cas, avec un arrêt maladie prolongé. Oui, 2 ans et 3 mois, ça paraît gigantesque. Oui, c'est un temps certainement beaucoup en dessus de la moyenne. Si vous voulez, dans mon cabinet comme psychiatre, je vois un certain nombre de cas graves, puisque en général, c'est le médecin généraliste qui est consulté d'abord, et ensuite, si la situation est grave, on peut être dirigé vers un psychiatre. Et je dirais que c'est un cas des cas graves et c'est heureusement pas la majorité. Mais bon, il semble qu'on peut même sortir complètement invalide d'un tel burn-out, d'une telle maladie, si on ose risquer le terme. Oui. Alors, c'est un fait qu'il y a des personnes qui finissent à 100% invalides, d'autres à invalidité partielle. Et je dirais que c'est aussi heureusement une exception d'avoir une invalidité complète, mais j'ai suivi des personnes qui sont dans ce cas. Alors, s'il fallait médicalement un peu définir ce qu'on entend par burn-out, les symptômes, pour parler un peu direct, qu'est-ce que vous diriez? Alors, il y a un petit peu comme 4 domaines dans lesquels ça se présente. Il y a un domaine psychologique, je dirais, au niveau des émotions, où il peut y avoir une tristesse, un manque d'entrain, ou au contraire une irritabilité, une tendance à être agressif. Il peut y avoir une difficulté à prendre des décisions au niveau de la volonté, un affaiblissement. Il peut y avoir aussi au niveau du sommeil des troubles importants qui peuvent conduire si l'état se prolonge, ça peut conduire jusqu'au désespoir parce que la personne s'épuise et ne voit plus le bout du tunnel. Ensuite, il y a le côté physique où il peut y avoir aussi des signes comme des palpitations cardiaques, des maux de tête prolongés ou des troubles digestifs.
où la personne sent que son système neurovégétatif, le système nerveux non volontaire, est un petit peu hors de circuit, hors de ses voies normales. Ensuite, un phénomène particulier du burn-out, c'est aussi qu'il y a comme un changement au niveau de la personnalité, dans le sens que la personne devient de plus en plus indifférente, elle est fatiguée, elle ne s'intéresse pas, voilà, elle entre dans une certaine léthargie, on peut dire relationnelle, elle se retire plutôt et elle se dépersonnalise, on dit, dans le sens que par exemple des personnes dans le domaine médical n'ont plus d'intérêt vraiment pour les patients, sont fatigués de voir le cas de temps et temps et on parle de dépersonnalisation. Et c'est une des caractéristiques du burn-out. Et effectivement aussi, ce que M. Musi disait, qu'au niveau spirituel, s'il y a une relation avec Dieu qui existe dans la vie de cette personne, là aussi, elle peut sentir que c'est comme si Dieu était à distance, comme si la relation n'était plus comme elle l'était. Et vous aimez dire en fait que du point de vue de la gestation, du mûrissement de ce burn-out, ça dure 9 mois. C'est vrai, ça c'est comparable à une sorte de grossesse? On peut utiliser cette idée pour se rappeler un petit peu qu'il y a un temps de gestation. C'est peut-être pas tellement important de dire les 9 mois, mais pour montrer aussi que c'est un temps long où la personne ne se rend pas compte que quelque chose est déjà en déséquilibre et qu'il essaye de maintenir son activité normale, redouble d'efforts même parfois, et que pendant ce temps, en fait, déjà quelque chose est en route et il consultera le médecin de famille seulement 9 mois après que les symptômes ont déjà quelque part commencé. Et comment est-ce qu'on peut savoir concrètement qu'on est peut-être sur le point de vivre un burn-out? Alors je pense qu'une possibilité pour chacun, c'est de voir un petit peu le bilan entre efforts, entre ce qu'on produit et ce qui entre. Et voir est-ce que je vis dans un équilibre. Récupération. Voilà, entre l'effort fourni, ce qu'on me demande, ce que je me demande moi-même, et les formes que j'ai pour recevoir, pour me reposer. Si là, il y a un déséquilibre à long terme, il y a un danger évident. Si en plus, il y a des situations de stress qui se produisent, des chocs inattendus, des maladies, des pertes émotionnelles de quelqu'un dans la famille, donc s'il y a des facteurs de stress qui se surajoutent, là, le danger est encore plus grand. Et quelle est la différence entre les hommes et les femmes du point de vue d'un burn-out? Parce que quand même, dans la manière de s'exprimer courante, on parle volontiers, entre guillemets, d'une femme qui connaît une dépression. Du côté de l'homme, on dira plutôt qu'il a connu un burn-out. Oui, c'est juste. Le terme de burn-out existe depuis 30 ans dans ce domaine. Et c'est vrai que 3/4 des personnes atteintes sont des hommes, 1/4 seulement des femmes. Et quand on regarde au niveau des dépressions, on sait que les femmes consultent 4 fois plus souvent pour une dépression que les hommes. Alors vous avez raison dans ce que vous dites, qu'au fond là il y a une spécificité homme-femme. Et que d'une part, il y a probablement une différence essentielle. L'homme est plus engagé vers l'extérieur, plus soumis peut-être à des pressions au niveau du travail, au niveau maintenant aussi du chômage, qui est aussi un facteur de stress important, tandis que la femme est plus touchée par les relations, par les difficultés peut-être familiales, personnelles. Alors, on poursuit avec Georges Musi qui nous parle des conséquences que son burn-out a eues sur sa vie personnelle. La première conséquence a été la cessation de mon activité professionnelle. Ça veut dire que j'ai dû arrêter mon travail. Séance tenante, j'ai dû informer mes clients que je devais m'arrêter pour un long temps. Donc là, c'est sur votre vie professionnelle, sur votre vie plus personnelle, au niveau de votre famille, au niveau des relations que vous avez avec vos amis? Alors, avec les amis, c'était difficile aussi parce que je n'arrivais plus à les rencontrer, parce que je ne voulais pas trop voir du monde de l'extérieur au départ, en tout cas. Ma famille aussi souffrait beaucoup dans le sens, par le fait que je ne supportais plus le bruit, donc forcément, mon ex-épouse faisait très attention que les enfants ne fassent pas trop de bruit, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse et qui, moi, m'a pesé aussi. Donc pendant un certain temps, j'ai dû même faire chambre à part pour être vraiment totalement reposé et surtout que
mes enfants et mon ex-épouse puissent eux aussi être reposés de leur côté. Actuellement, vous êtes séparé de votre ex-épouse. Oui. Est-ce que vous diriez que le burn-out a eu des conséquences au niveau de votre couple? Absolument, ça a amené malheureusement au divorce sur le nombre de mois que ça représentait, parce que quelque chose s'est brisé aussi. Il y a eu tout un amalgame de choses qui a fait le burn-out était peut-être, je dirais, la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase. Et ça n'a pas été possible après de recrocher correctement. Donc, il y a eu le divorce. Christina Early, est-ce que parmi tous les patients que vous suivez et qui sont victimes d'un burn-out, on voit de telles conséquences à la fois sur la vie professionnelle et en même temps sur la vie personnelle? Oui, je pense que le burn-out est une situation grave et dans le sens que ça introduit une situation tout à fait nouvelle pour le couple, pour la famille, pour le milieu du travail et qu'il y a des réactions très variées au fait qu'une personne tout d'un coup ne peut plus se comporter de la même façon, participer de la même façon à la vie quotidienne. Et pour un couple, certainement, c'est un facteur de stress important où le conjoint, en principe, aurait besoin aussi d'être soutenu, d'être informé, d'être appuyé dans le fait de respecter les limites tout en sachant qu'il y a un temps de récupération qui donne espoir que la personne va se remettre, mais ça peut être un temps long puisque la personne a déjà vécu avec ces phénomènes en attendant que le diagnostic soit posé. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut accompagner une personne en tant que psychiatre? Comment est-ce que vous-même, vous accompagnez une personne victime d'un burn-out? Alors, je l'accompagne en faisant d'abord avec elle un bilan de sa situation, en apprenant à la connaître, en apprenant à voir comment s'est déroulée cette situation. Et là, certainement, pour moi, le fait de découvrir quels sont les facteurs chez cette personne-là qui ont joué un rôle important, c'est une de mes tâches. Et ensuite, de l'accompagner pour le rétablissement, pour le rééquilibrage de ces domaines. Et aussi, une part importante, c'est de soutenir et accepter d'attendre avec la personne, puisque le temps de récupération, on ne peut pas le forcer, on ne peut pas avec des médicaments le raccourcir, on peut alléger ce temps, mais en principe, la personne doit avoir du temps pour récupérer et c'est dans la moyenne de 3 à 6 mois ce que je vois dans mon cabinet. Donc un temps d'écoute prolongé, puis une fois que ce temps d'écoute vous a permis de cerner un peu la situation de cette personne, qu'est-ce que vous proposez? Alors là, je propose, pendant que le burn-out est encore là, des activités plutôt simples, le fait d'avoir une structure quotidienne, d'inclure la famille aussi, ou en tout cas l'époux ou l'épouse, dans le processus, faire des activités dans la nature, par exemple, accepter de renoncer à l'effort du travail qu'on a fait pendant un bon moment. Là aussi, c'est toute une question d'identité qui se pose aussi. Qui suis-je maintenant que je ne peux pas faire ci ou ça? Et bien sûr, là, des questions profondes peuvent être posées, des questions par rapport au sens de la vie, par rapport au sens de la personne. Qui suis-je? Par exemple, une patiente que j'ai suivie suite à un burn-out dont le médecin de famille m'a demandé de la suivre, qui a découvert qu'elle devait vraiment elle-même structurer mieux son effort, qu'elle devait apprendre à dire non, qu'elle devait apprendre aussi à pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, s'appuyer sur une amie, s'appuyer sur son partenaire. Et quelque part est venu le thème de la paternité. Est-ce qu'elle a eu un père qui pouvait l'appuyer, où elle pouvait recevoir une certaine sécurité? Et le fait était qu'elle n'avait même pas son père. Donc elle n'a pas connu son père. Et pour elle, ce fil d'or a été de découvrir qu'il y a peut-être un père quelque part pour elle, un père céleste, un père au ciel, et que ce père pouvait lui donner l'appui anti-burnout pour son avenir. Ce qu'elle a fait ce choix de s'ouvrir à Dieu et suite à cela, elle a aussi changé de travail et elle a maintenant un travail où elle s'ennuie un petit peu parce qu'elle n'a pas ce stress, mais elle gagne bien, elle peut vivre avec ça. Et elle est en train de découvrir maintenant plus d'autres aspects de sa vie, en particulier aussi sa vie de foi.
Et donc pour elle, ce burn-out a amené A constitué une sorte de chance, on pourrait oui, dire, oui, au oui. sein d'une crise aussi majeure Oui, que c'était comme celle un qu'elle a carrefour traversée. de sa vie où il y a eu des changements importants, oui. Et ça, vous le voyez régulièrement avec les patients que vous suivez. Le burn-out peut être l'occasion, quelque part, d'un renouveau, peut-être même d'une résurrection. Tout à fait. Pour moi, c'est toujours une chance que la personne se trouve plus face à elle-même et aussi se pose des questions face à la société. Elle est obligée, puisqu'elle sort du cadre. Donc, c'est un moment très intéressant, si on peut dire. C'est un moment d'une crise de la vie où des nouveaux aiguillages peuvent se passer. Et c'est une occasion de réfléchir comment est-ce qu'on veut continuer, comme M. Musy aussi a dû le faire. Et je pense que si on le regarde de ce point de vue-là, ce n'est pas seulement un mal, c'est aussi une chance. Alors on retrouve justement Georges Musy qui nous dit un peu ce qu'il a appris de son burn-out qui a été très long, plus de 2 ans. J'ai dû mettre des priorités différentes. Je dirais aussi les priorités, c'est la famille dans un premier temps. Les priorités, évidemment, c'est Dieu. Hein. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Et les priorités aussi, après, c'est les amis que nous avons. Et les loisirs aussi, c'est des choses qu'il faut bien intégrer dans son travail. Parce que maintenant, c'est vrai que j'ai une charge professionnelle qui est immense. Et si je n'avais pas toute cette palette à disposition, ça serait facile de retomber dans un burn-out. Georges Musy, si je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très impliqué dans sa profession, qui l'aime passablement, comment est-ce que je peux prévenir un burn-out? Je dirais la première chose, c'est quand même écouter son corps. De voir si, par rapport au travail que je fais, d'abord, est-ce que je dors bien? Et se poser la question aussi, est-ce que je suis encore assez motivé pour mon travail? Ou est-ce que c'est un genre de fuite? Qu'est-ce que je fuis dans mon travail? Est-ce que je fuis ma famille? Est-ce que je fuis mes amis? Il est important d'avoir des loisirs qui sont aussi en corrélation avec le travail, de pouvoir sortir régulièrement, aller faire des activités qui changent totalement de ce qu'on a l'habitude de faire pendant la semaine au travail. Si on a des enfants, de prendre du temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous parvenez à réaliser aujourd'hui, alors que vous avez retrouvé une vie normale? Dans la mesure du possible, j'essaye toujours de faire en sorte, je m'oblige à le faire parce qu'autrement, je sens que la fatigue, je dirais psychique, revient. Et quand je sens qu'il y a justement ces limites, c'est comme un petit peu quand on a soif, c'est déjà presque trop tard. Il faut boire un peu avant. Et là, il faut sortir, il faut vraiment agender ces moments-là. Et c'est devenu une discipline pour vous? C'est une discipline, mais au début, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il faut réorganiser, gérer son temps. C'est un apprentissage, en tout cas pour moi, ça l'a été. Mais après, ça devient une habitude et ça fait partie du quotidien et de la semaine, quoi, finalement. Christina Early, comment est-ce que vous réagissez aux remarques et aux conseils de M. Musy? Alors, je les trouve excellentes. Je trouve qu'elles sont tout à fait adaptées à la réalité et qu'il a découvert vraiment les bons filons, en particulier dans ce qu'il dit qu'il écoute son corps. Et en résumé, je pense que la possibilité, c'est d'équilibrer entre l'ouverture, le fait de s'ouvrir, d'être actif, d'aller en avant, et le moment de fermeture où on récupère, où on se recentre sur soi, où on se renouvelle. Et cet équilibre, il le montre très bien. Donc ça, ce serait une sorte de stratégie anti-stress, quoi. Oui. À la fois s'ouvrir, mais aussi ne pas oublier, comme vous dites, de se fermer pour quelque part se permettre d'être renouvelé. Tout à fait, oui. Et dans ce sens, pour pouvoir faire ça, je dois pouvoir dire stop, je dois pouvoir dire non. Et c'est un des éléments de base pour une personne qui a cette tendance au burn-out. C'est sûr que des personnes qui sont des très bons travailleurs, des personnes très engagées, ont plus de danger de développer un burn-out que quelqu'un qui est peut-être un peu plus flegmatique, qui arrive à prendre les choses un peu d'une autre façon.
Alors, dans un guide pratique autour du burn-out, j'ai lu que l'attachement à des valeurs élevées était une manière de prévenir un burn-out. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, moi je suis convaincue que cette partie-là est aussi à considérer avec tout le reste qu'on a dit, que les êtres humains, nous avons besoin de savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et que cette instance peut nous poser des limites par exemple à notre ambition ou des limites à notre désir de gain. Aussi une certaine acceptation des frustrations normales de la vie et que la société pourrait être enrichie par le fait de retrouver un équilibre où il y a une instance en-dessus de nous. Donc vous dites là en fait qu'une sorte de spiritualité saine permet de prévenir un burn-out. Oui, je pense que des valeurs humaines, des valeurs de respect mutuel, des valeurs d'autolimitation consciente peuvent certainement aider un grand nombre de situations. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on parle de spiritualité saine, vous vous définissez vous-même comme chrétienne, on est quand même dans la logique du burn-out, dans une sorte de dynamique du faire pour être. Finalement, au travers de nos actions, c'est comme cela qu'on existe, alors que l'Évangile propose autre chose. Oui, oui. En effet, moi je pense que le message biblique pourrait être un bon antidote de cette vague de burn-out. Mais comment est-ce qu'il faudrait comprendre ce message biblique d'après vous? Alors, je pense à cette expression qui est dans la Bible, « Venez et achetez sans argent, venez et prenez de tout ce qu'il y a là, c'est gratuit, ça va vraiment vous satisfaire, ça va vraiment vous nourrir. » Il y a une parole dans Ésaïe qui dit cela et je trouve cet appel fantastique, dans le sens que c'est gratuit et puis qu'il y a tout ce dont nous avons besoin, en particulier d'être aimé par Dieu, d'être respecté par celui qui nous a créés. Et cet appel est à l'encontre de la société où il faut acheter, où il faut consommer, où il faut travailler pour pouvoir consommer. C'est un appel de se servir gratuitement et donc je pense que c'est fantastique comme invitation. Et là, comment est-ce qu'on peut articuler ça à une vie quotidienne où on est quand même chacun face à des réalités économiques qui sont importantes et qu'on ne peut pas contourner? Oui. Oui, et je pense que dans ce sens, chacun a la responsabilité là où il se trouve d'investir son effort, de travailler, de gagner sa vie, mais que ce n'est pas la dernière instance. Ce n'est pas le but ultime. Voilà, et ce n'est pas non plus ma dernière source. Quelque part, celui qui pourvoit, il est en-dessus de moi. Et mon travail fait partie de cette possibilité qu'on pourvoit pour moi, mais il y a encore quelqu'un qui est en-dessus et qui est aussi celui qui pourvoit. Et vous-même, dans le cadre de votre activité de médecin, de psychiatre, vous arrivez à mettre en place une telle dynamique ou bien est-ce que vous êtes une sorte de pasteur ou de prédicateur qui prêche des belles théories, mais finalement, dans le concret de son existence, a pas mal de peine parce qu'il est aussi lui-même, elle-même sous pression? Alors, je dirais, bon, il y a 15 ans que je fais le métier de psychiatre, donc dans ces 15 années, j'ai dû développer des stratégies pour pouvoir bien vivre. Je suis quotidiennement en contact avec des personnes qui apportent des situations lourdes. Et au cours des années, j'ai développé différentes possibilités, entre autres vraiment le fait de pouvoir faire confiance à Dieu, qu'il est au-dessus de moi et qu'il veut m'utiliser pour aider les personnes, mais qu'il ne met pas toutes ses charges sur moi. Par exemple, le fait que je n'ai pas apporté les charges des personnes, j'ai à les accompagner. Ensuite aussi, j'aime faire du sport, j'aime être créative, j'ai commencé à faire de la sculpture depuis quelques années et faire de la sculpture m'aide beaucoup parce que c'est quelque chose de très concret. Quand je travaille une pierre, je vois le résultat. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est difficile de voir coup par coup le résultat, oui. Mais c'est une belle façon de vivre un peu autre chose. Donc là, vous êtes dans cette dynamique où vous vous refermez,
vous vous permettez quelque part d'être renouvelé et d'amener autre chose dans votre vie que la seule écoute des patients. Tout à fait, oui. Alors, en Suisse, l'assurance invalidité accompagne les victimes d'un burn-out. On a eu l'occasion de rencontrer le conseiller de Georges Musy, le conseiller AI dans le canton de Fribourg. Il a accompagné Georges Musy pendant plusieurs années. Il nous dit ici ce que cette assurance peut faire pour une victime d'un burn-out. L'assurance invalidité peut intervenir maintenant assez rapidement et en collaboration avec le médecin traitant, ou avec l'employeur ou d'autres instances qui sont dans le réseau de la personne, mettre en place des mesures pour lui permettre de rester dans le monde du travail, même si peut-être on n'exige pas d'emblée un rendement ou le retour dans la place de travail habituelle, mais disons en tout cas le maintien dans une perspective de travail. Et qu'est-ce qui se passe quand cette personne est arrêtée pendant très longtemps? Alors, en admettant que la personne est arrêtée depuis plusieurs mois, ou bien peut-être une année ou deux, et qu'elle perd son travail, ou que le travail qu'elle faisait avant n'est plus adapté à son état de santé, pour autant qu'elle ait droit à un reclassement au sens de l'assurance invalidité, nous offrons une nouvelle formation à cette personne. Donc, ça veut dire que nous, avec elle, nous faisons un projet professionnel de reclassement et nous finançons toute la période de la formation, y compris de la perte de gain, avec le versement d'indemnités journalières. Comment est-ce que vous réagissez à ce propos de Marc Lepori, qui est conseiller de l'assurance invalidité? Alors je trouve que c'est très positif qu'au fond, le fait que l'AI puisse intervenir dans des situations comme celle-là, puisse même aider à faire une réorientation professionnelle, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est un privilège qu'on a en Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui sont importants pour la reconstruction d'une personne victime d'un burn-out? Oui, je pense que l'entourage familial, d'une part, les amis, aussi si la personne est intégrée dans une communauté chrétienne, par exemple, ou dans des associations, c'est très important qu'elle reste valorisée, qu'on respecte cette expérience, qu'on ne parte pas de préjugés, mais qu'on l'écoute, qu'on soit à l'écoute et qu'on n'émette pas des jugements sur sa personne. Donc c'est une invitation là à concrètement supporter cette personne, à la soutenir pour lui permettre de sortir de cet état difficile. Tout à fait, tout à fait. Christina Eierli, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de réflexion. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.